Salut à tous, c'est Paul Mathieu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est, à mon avis, assez intéressant et qui concerne l'actualité, peut-être pas puisque c'est quelque chose qui date maintenant d'il y a quelques années, mais qui était en rapport avec un bodybuilder qui s'appelle Chris Dim. C'est celui qui a eu ce qu'on appelle une dissection de l'aorte, donc on va voir ce que c'est bientôt, et qui actuellement il est paraplégique, c'est-à-dire qu'il ne peut plus se servir de ses jambes. Donc on le voit en ce moment en train de de se réhabiliter à la marche avec un déambulateur pour progressivement retrouver la capacité de marcher. Mais on va voir pour ceux que ça intéresse comment il en est arrivé là d'un point de vue médical. En sachant que je ne connais pas personnellement ce bodybuilder et que tout ce que je vais dire donc c'est ce que j'ai lu sur internet à propos de ce qui lui est arrivé. Mais je vais essayer d'apporter des précisions sur les maladies en fait qu'il a eues. La première chose qu'il a eue, c'est ce qu'on appelle donc une dissection de l'aorte. Une dissection de l'aorte, c'est quoi? C'est contrairement ou pas, parce que quand j'avais entendu ça au tout début de mon apprentissage, une dissection de l'aorte, je pensais que c'était d'un coup l'aorte qui s'ouvrait en deux et du coup qui déversait le sang dans la cage thoracique. Donc oui et non, c'est à moitié vrai. Donc pour un rappel anatomique, l'aorte c'est l'artère principale du cœur, c'est aussi l'artère la plus grosse. Elle naît juste après le cœur, donc à la sortie du ventricule gauche. Pour ceux que ça intéresse, le cœur c'est 4 cavités, 2 oreillettes droite et gauche et 2 ventricules. Et on a le cœur droit qui transporte du sang qui va aller s'oxygéner vers les poumons, et le cœur gauche donc qui reçoit le sang qui a été oxygéné et qui part ensuite par l'aorte vers la circulation périphérique, vers les membres, vers le cerveau, vers l'estomac, vers les reins, bref, qui va apporter du sang dans tout l'organisme. Donc l'aorte, c'est cette grosse artère qui est juste à la sortie du ventricule gauche, et comme toutes les artères, elle est composée de 3 feuillets. Un feuillet, c'est en quelque sorte une couche, avec un feuillet appelé l'intima, qui est le feuillet le plus central, un deuxième qui est appelé la média, et le dernier qui est l'adventice. Les noms, on s'en fiche un petit peu, mais la dissection de l'aorte, c'est quoi? C'est quand dans ce feuillet intima, là le feuillet le plus interne, il y a une petite brèche qui se crée et il va donc y avoir ce qu'on appelle un faux chenal, c'est-à-dire que la brèche permet qu'il y ait du sang qui s'échappe de l'aorte en fait pour se mettre entre les différentes parois. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle un dédoublement de l'aorte, un vrai chenal là où circule le sang, et ce faux chenal qui est une cavité entre l'intima et la média qui va progressivement s'étendre. Donc pourquoi c'est grave? Parce que dans l'aorte, il y a 100% du débit cardiaque. Pourquoi? Parce que au tout début, il y a tout le sang qui circule par l'aorte, juste à la sortie. Et cette dissection, elle va, c'est ça le problème, progressivement s'étendre. Si au début c'est une toute petite poche avec une petite brèche, progressivement sous l'effet de la tension artérielle et du débit, cette brèche va s'étendre avec un anévrisme, une poche qui va être de plus en plus grande. Et donc, plus elle est grande et plus le risque est important. Donc non, ce n'est pas tout de suite la rupture dans le thorax, mais c'est la complication, c'est quand l'aorte se rompt complètement, auquel cas c'est assez dramatique avec la mort en quelques minutes. Donc avant d'en arriver là, pourquoi c'est grave? Eh bien parce que ça peut s'étendre. Donc on imagine bien que s'il y a un dédoublement de ce feuillet, il peut s'étendre et en fait décoller l'aorte sur tout le long. Donc soit ça descend et auquel cas ça peut atteindre les artères rénales. Donc bon, ça c'est un autre problème et c'est peu fréquent. Enfin, c'est pas tellement que c'est peu fréquent, mais c'est surtout que ça ne nous intéresse pas trop, puisque là on va parler surtout de l'aorte thoracique, les dissections de l'aorte ascendante qui sont les plus graves, et c'est surtout ce qu'a eu notre ami. Donc l'aorte thoracique ascendante, ce faux chenal, ça va être assez grave, parce que si cette poche s'étend, premièrement, elle peut aller disséquer les artères carotidiennes, hein, donc les carotides qui partent de l'aorte, pas tout à fait de l'aorte, mais schématiquement c'est ça, hein. Et donc si ça dissèque les carotides, ça peut donner des troubles neurologiques. Donc sur Wikipédia on peut dire que c'est ce qu'il a eu, hein, qu'il a fait un accident vasculaire cérébral. C'est très probablement une dissection des artères carotides qui, si elles se dissèquent, le débit sanguin n'est plus assuré. Deuxièmement, ça peut aussi s'étendre au coronaire, donc les coronaires ce sont les artères du cœur, et si la dissection s'étend au coronaire, on peut imaginer qu'il n'y a plus assez de sang pour vasculariser le cœur, et donc qu'on fait aussi également un infarctus. Dernière chose, on peut lire sur Wikipédia toujours, je cite, hein,
qu'il a eu une dissection de une insuffisance aortique. Donc ce qu'on appelle une insuffisance aortique, là ce n'est plus l'aorte en tant que vaisseau, c'est la valve aortique. La valve aortique qui se situe entre le ventricule et l'aorte ascendante. Cette valve, en fait, elle est physiologique, on en a tous. Les valves, c'est en quelque sorte le mécanisme anti-reflux pour éviter que le sang revienne de l'aorte vers le ventricule. En fait, pour que le sang ne suive qu'un seul circuit. Et donc, si la valve aortique est aussi déchirée, si la dissection s'étend, ça va aggraver encore le pronostic parce que le sang va repartir de l'aorte vers le ventricule. Et donc, si le sang circule dans le mauvais sens, ça peut poser quelques problèmes. Donc, une autre complication, donc la plus grave de la dissection aortique, c'est, donc on a vu, quand la poche, le faux anévrisme, se rompt dans le thorax. Auquel cas, on se vide du sang puisque le débit est très important et en général, c'est la mort en quelques minutes. Une fois qu'on n'a plus de sang, en fait, le cœur s'arrête et de toute façon, l'hémorragie est tellement massive que l'on meurt. Ensuite, on va voir pourquoi est-ce que ça survient. Qu'est-ce qui a pu favoriser cette dissection aortique? Donc, tout d'abord, ça naît d'une brèche dans l'intima, donc dans la membrane, et donc le principal facteur favorisant, c'est l'hypertension artérielle. Pourquoi? Parce que plus la tension dans les artères est élevée, donc dans l'aorte, et plus les microtraumatismes, en quelque sorte, vont être importants, et donc plus le risque qu'il y ait une brèche va être fort. Surtout que l'aorte, à la partie ascendante, elle reçoit le débit à pleine puissance, c'est-à-dire que tout le débit qui est envoyé par le ventricule, il va tout de suite taper en fait sur l'aorte, sur la partie initiale de l'aorte. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire à peu près tout le monde, et c'est normal vu que ça s'apprend en médecine, ce qui se passe c'est que quand le ventricule il éjecte le sang, l'aorte elle se distend. Elle se distend sur sa partie initiale, et puis ensuite, sous l'effet de son élasticité, elle va renvoyer le sang pour permettre de l'éjecter progressivement. Il y a aussi bien sûr du sang qui part directement, mais il y a aussi cette capacité de réservoir pour renvoyer le sang qui fait que l'aorte se dilate assez facilement, et c'est physiologique. Donc cette hypertension, donc tout le monde connaît l'hypertension artérielle, hein, vous avez peut-être des grands-parents, des parents, ou peut-être vous-même de l'hypertension, c'est assez fréquent. Donc si c'est chronique, ça fait qu'il y a des microtraumatismes en fait assez fréquents sur l'aorte et donc qui fragilisent cette paroi. La deuxième chose, et ça nous intéresse en musculation, c'est l'hypertension artérielle aiguë. Quand on fait un exercice de musculation ou un effort ou à peu près n'importe quoi, la tension elle augmente de façon normale, c'est physiologique, c'est pour répondre à la demande et donc la tension augmente de façon paroxystique. La seule chose, c'est que cette tension elle peut s'élever de façon très très importante, notamment pendant les efforts de musculation et surtout ceux qui sont à glotte fermée. Donc à glotte fermée, c'est aussi appelé la manœuvre de Valsalva. C'est quand par exemple on fait du squat et que on bloque la respiration, on pousse au maximum, on gaine toute la colonne vertébrale et les abdominaux pour en fait stabiliser le tronc et le bassin, enfin pas le bassin, stabiliser le tronc tout simplement, et permettre d'augmenter la force. Sauf que plus on augmente la pression intra-abdominale, on augmente également du coup la pression intra-thoracique et donc la pression artérielle par des mécanismes de retransmission en fait des pressions. Hein. Et si cette tension artérielle elle augmente trop, mais donc ça peut entraîner les complications qu'on connaît. Donc il ne faut quand même pas avoir peur de faire une dissection de l'aorte en faisant de la musculation parce que, encore une fois, c'est exceptionnel. On peut vraiment dire qu'il n'a pas eu de chance parce que tous les gens qui ont de l'hypertension ne font pas des dissections de l'aorte et tous les gens qui font de la muscu ne font pas non plus des dissections de l'aorte, Dieu merci. Donc, je voulais aussi rajouter qu'il y a des études qui ont montré que les exercices les plus à risque, ceux qui augmentaient la tension artérielle le plus, c'était la presse à cuisse. C'est-à-dire que quand vous faites de la presse à cuisse, la tension artérielle elle peut monter de façon temporaire jusqu'à 300, 350, voire pour les plus forts, les plus extrémistes, jusqu'à 400. Donc pour un ordre d'idée, on considère qu'il y a de l'hypertension à partir de 140. On parle de millimètres de mercure, c'est-à-dire c'est l'unité de mesure de la pression. Donc si vous faites de la presse à cuisse, c'est-à-dire dans la position allongée, on gaine à fond, on fait une grosse manœuvre de Valsalva,
et avec la mise en jeu des gros quadriceps, ça peut faire vraiment monter la tension. Donc il ne faut pas vraiment avoir peur, mais il faut le savoir. Surtout que c'est intéressant en fait, il faut le savoir parce que ça va pas vraiment changer la façon de s'entraîner, parce que si on arrête tous les exercices sous prétexte qu'on a peur de se faire une dissection aortique, c'est pas non plus très raisonnable. Les autres facteurs pour l'anecdote, c'est toutes les maladies des tissus de soutien. Et la plus classique, c'est la maladie de Marfan. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais des fois on voit des jeunes qui demandent sur les forums, j'ai ce qu'on appelle un pectus excavatum, et est-ce que ça va m'empêcher de prendre des pectoraux? Le pectus excavatum, c'est en fait quand on a le sternum qui, au lieu d'être plat, il est creusé vers l'intérieur. C'est une des manifestations les plus rencontrées, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un Marfan, mais c'est souvent un des points d'appel. Donc la maladie de Marfan, c'est une maladie génétique, c'est quand on a une mutation, pour être simpliste, d'une des protéines du collagène. C'est-à-dire que tous les tissus de soutien qui ont du collagène touchés par la mutation, hein, c'est-à-dire de grand nombre de tissus, vont être plus fragiles. Donc on retrouve souvent une hyperlaxité ligamentaire. C'est des gens qui ont des tendons, des tendons et aussi surtout des ligaments qui sont très, très laxes. Hein. Donc ils peuvent mettre leurs articulations dans tous les sens, tourner leurs pouces, mettre leurs coudes à l'envers. Deuxième chose, ils ont donc des anomalies, et ça c'est le plus grave, de certains tissus cardiaques, hein, et surtout de l'aorte, parce que l'aorte elle est composée en partie de ce collagène, et ils ont des dilatations de l'aorte. Donc plus l'aorte est dilatée, et plus le risque de dissection est important. Donc c'est intéressant à savoir. Après ça ne va pas changer votre vie, mais si vous êtes curieux et que vous regardez cette vidéo, j'essaie d'être le plus complet. Après ça donne aussi des anomalies de la peau, hein, avec des vergetures, mais ça, on va dire que c'est pas le plus grave vu que c'est pas ce dont on meurt. Et ensuite, d'autres facteurs anecdotiques, la grossesse, bon, on s'en fiche un petit peu. Cliniquement, là, vous devez vous demander qu'est-ce que ça donne comme symptôme, hein, quand on se dissèque l'aorte. Donc tout d'abord, le premier, c'est la douleur thoracique, hein. Ça donne en général une douleur thoracique qui est intense et qui irradie vers le dos. Donc on se dit, j'ai mal dans la poitrine et ça va jusque dans mon dos. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si ça se propage, et en général c'est l'évolution normale, hein, c'est que quand on a une fuite, la fuite ne peut aller qu'en grossissant. Et ensuite on peut faire un malaise, un choc hypovolémique, et on meurt en général, si c'est pas soigné, assez vite, parce que c'est quelque chose de grave. Donc, et ensuite voilà, tous les signes neurologiques, si la dissection s'étend au niveau des carotides ou d'autres. Donc, si ça vous arrive que vous faites de la presse à cuisse et que vous avez d'un coup une grosse douleur dans la poitrine, que ce soit une dissection aortique, un infarctus ou juste une douleur, je dirais, classique, hein, bon, bien sûr, si c'est juste une petite gêne, il ne faut pas non plus psychoter et se dire qu'on a quelque chose, mais voilà, il ne faut pas non plus être négligent et il ne faut pas hésiter à consulter. Donc, voilà, faites ce que vous voulez, mais sachez-le, sachez que ça existe. Ensuite, toujours pour ceux que ça intéresse, le traitement c'est un traitement chirurgical, hein. Donc d'abord on baisse la tension, sauf si la tension est basse et qu'on est en train de mourir, hein. Bon, ok, on s'en fiche un petit peu, mais le traitement c'est la chirurgie, c'est-à-dire qu'on remplace l'aorte ascendante par un tube prothétique, tout simplement, hein. Bon, tout simplement, en réalité c'est pas forcément très simple, la mortalité est élevée, et donc notre ami Chris Dim, on peut considérer quand même qu'il a eu, dans sa malchance, beaucoup de chance. Donc ça, c'était pour lui le premier épisode. Et la suite, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne paralysé? Ben, si j'ai bien compris, il y a eu un petit problème au niveau de sa prothèse, hein. Le risque, c'est que ça fuit, c'est-à-dire que en général, on conserve l'aorte ascendante et on coud le tube prothétique à l'intérieur. Donc en fait, l'aorte, elle reste toujours autour. Et la prothèse, elle est à l'intérieur. Donc ce qui peut se passer, c'est que il y a en fait ce qu'on appelle une fuite, hein, une endofuite à l'intérieur, et que le sang continue en fait d'expandre cet anévrisme. Donc pour résumer, il a dû repasser sur la table d'opération pour se faire réparer son stent. Après qu'est-ce qu'il avait précisément, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il a eu une complication pendant cette opération. Et cette complication, c'est quoi? C'est qu'apparemment ils ont touché une artère. C'est l'artère spinale antérieure, donc en fait c'est l'artère qui vascularise la moelle épinière. Et ils l'ont touché en réparant, et ils l'ont touché au niveau à un étage qui fait que tout le bas de son corps
en fait c'est un infarctus, hein. Un infarctus ça veut dire que quelque chose meurt, un infarctus de la moelle épinière sur la partie antérieure. Donc la partie antérieure de la moelle, c'est tout ce qui commande la motricité. Un moyen mémotechnique que j'aime bien, c'est que la partie antérieure, on va de l'avant, c'est quand on avance, donc quand on marche. Voilà, bon, c'est ce que j'avais retenu, c'est ce que j'avais retenu pendant mes cours, ça m'aidait bien. Et la partie dorsale, donc postérieure, c'est la sensibilité par élimination. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette artère, elle a été touchée, du coup, il y a eu une grosse nécrose sur toute la partie antérieure de sa moelle épinière, et donc, depuis, il ne pouvait plus bouger ses jambes à cause de ça, et donc là, il est en train de faire de la réhabilitation, donc les gens doivent se dire, ben, est-ce que ça peut revenir? Alors, oui et non, ça peut revenir au prix, enfin, si on a de la chance, au prix d'une grande réhabilitation, hein, c'est-à-dire que tous les problèmes neurologiques, plus on est jeune et plus il reste encore quelques neurones, quelques fibres nerveuses qui sont fonctionnelles, et plus on peut arriver en stimulant de façon répétée le système nerveux à récupérer. Et maintenant la récupération n'est jamais complète malheureusement, mais si déjà il arrive à remarcher, il aura déjà fait de grands progrès et, si je puis dire, un grand pas en avant. Donc on peut que lui souhaiter le meilleur, et vu qu'il est quand même retourné sur le bodybuilding après avoir fait une dissection aortique et qu'il a fait de la compétition, comme il le dit lui-même, si effectivement il y a une chance qu'il remarche, il y a de fortes chances que ce soit pour lui. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, hein, et que j'ai pas été trop rébarbatif ou trop long, et que ça vous a plu. Donc voilà, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me le dire, et je verrai ce que je peux faire. Voilà. Et je vais rajouter que là je suis dans le laboratoire d'échographie, donc comme à l'hôpital on ne fait pas grand chose, on aime bien tourner des vidéos pour la chaîne Vidéotest. Voilà, donc pour ceux qui se demandent, l'échographie, hein, c'est cette machine avec la sonde, on peut voir le cœur et voir comment il bouge avec l'aide des ultrasons. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, ou pas. Salut!